Merci Lionel. Je vais enchaîner tout de suite avec la deuxième partie de cette introduction. Je tiens à dire quand même que je base sur un texte qui a été rédigé par Tim, mais qui ne peut pas être parmi nous cet après-midi. Et donc, voilà, pour rendre à César ce qui appartient à César. Donc, si ce sont les images du meurtre de George Floyd et les réactions qui ont suivi aux États-Unis qui ont donné le signal de départ des manifestations actuelles en France, eh bien celles-ci, elles doivent aussi à la détermination et au militantisme depuis des années des familles de victimes de la police. À l'image d'Assa Traoré, mais aussi d'Amal Bentoussi, dont le frère a été tué en 2012 lors d'une course-poursuite avec la police. Les collectifs montés pour réclamer justice et vérité se sont heurtés frontalement aux institutions policières et judiciaires qui, à chaque fois, font corps avec les flics mis en cause. Plusieurs de ces collectifs ont dès lors politisé leur lutte, à partir du cas individuel autour duquel ils s'étaient constitués, afin de faire le procès du caractère systémique et structurel des violences policières et de l'impunité des policiers incriminés. Lorsque les bavures se répètent encore et encore, lorsque les policiers sont protégés par leurs pairs et la justice, alors les bavures ne sont plus des bavures. C'est le fonctionnement même de la police qui est en cause, comme le disent bien des participants aux manifestations actuelles. Aucun chiffre officiel n'est disponible pour avoir une idée exhaustive des violences policières. L'opacité est la règle en la matière. Selon un article du journal en ligne Street Press, les violences policières auraient fait 53 morts entre 2007 et mi-2018, en un peu plus de 10 ans, aucun policier n'ayant été jusqu'alors condamné à de la prison ferme. Depuis, cette liste s'est encore rallongée, avec notamment celle de Zineb Redouane à Marseille en novembre 2018, qui a reçu une grenade lacrymogène à son balcon lors d'une manifestation des Gilets jaunes, avec la mort de Steve à Nantes en juin 2019, après une charge policière lors de la fête de la musique, celle d'Ibrahim Ba en octobre 2019 à Villiers-le-Bel, mort à moto lors d'une interpellation, ou encore celle de Cédric Chouviat, plaqué et étranglé lors d'un contrôle routier en janvier dernier. Alors citons quelques cas de la longue liste établie minutieusement par Street Press. Adama Traoré, 24 ans, décédé à Persan le 19 juillet 2016. Présent lors de la tentative d'interpellation de son frère, il prend la fuite. Caché dans un appartement, il est découvert immobilisé par plusieurs policiers qui le plaquent au sol et compressent sa cage thoracique. Il décède d'asphyxie dans l'heure, les secours tardant à arriver car les policiers pensent qu'il simule. Babacar Gueye, 27 ans, décédé à Rennes le 3 décembre 2015. Sans papier, en pleine crise de démence, il s'automutile avec un couteau. Un proche appelle les pompiers, mais c'est la BAC qui débarque. Babacar n'obtempère pas, il est abattu de 5 balles tirées à bout portant. Wissam El Yamni, 30 ans, décédé à Clermont-Ferrand le 31 décembre 2011. Interpellé le soir du Nouvel An, il est frappé au sol. Les policiers l'immobilisent dans la camionnette de police en lui coinçant la tête entre les jambes. Alors qu'il est en train de faire un arrêt cardiaque, les policiers disent que Wissam fait le mort et le laissent face contre terre au sol dans un couloir. Lorsque le médecin arrive, il est trop tard. Ali Ziri, 69 ans, décédé à Argenteuil le 11 juin 2009. Passager d'une voiture, alcoolisé, il se débat lors d'un contrôle routier. Les policiers emploient notamment la technique du pliage en maintenant sa tête contre ses genoux. Il meurt 2 jours plus tard. Lamine Dieng, 25 ans, décédé à Paris le 17 juin 2007. Les policiers sont appelés alors qu'il crie dans sa chambre d'hôtel. Il meurt d'une asphyxie lors de son interpellation, littéralement écrasé par 5 policiers. Tous ces cas et bien d'autres sont la face émergée de l'iceberg des pratiques policières dans les quartiers populaires. Car les violences, les contrôles aux faciès sont systématiques. Les humiliations sexuelles, les remarques racistes de la part de la police font partie du quotidien des jeunes dans ces quartiers. Ces pratiques s'insèrent dans une guerre sociale aux accents de plus en plus autoritaires et qui est menée par l'État. La police n'a certes jamais aimé les pauvres. Dans les pays européens, les polices, en tant que corps spécifique d'agents rémunérés, se sont instituées et fortement développées aux alentours du début du XIXe siècle, déjà pour faire face aux craintes suscitées par les jeunes hommes pauvres, oisifs et sans attache, célibataires le plus souvent, qui vaquaient dans les villes et faubourgs urbains alors en pleine croissance. Au fil du XIXe, ce sont les populations ouvrières qui font surtout l'objet de la surveillance policière, en tant que foyer potentiel d'indiscipline, de désordre, voire même d'insurrection. Les classes laborieuses sont assimilées à des classes dangereuses qu'il s'agit de contrôler. À cela s'ajoute la consolidation des États-nations, la constitution des figures du migrant et de l'étranger comme cible préférentielle. L'épisode de la défense de la domination coloniale de l'État français au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et notamment de la guerre d'Algérie, est un moment déterminant dans la structuration de la police
républicaine qu'on connaît aujourd'hui. Un bon nombre de policiers ont ainsi transité par l'Indochine et par l'Algérie avant de reprendre du service en métropole. Des centaines d'agents de la police d'Alger, soupçonnés de torture, seront par exemple, à la fin de la guerre, exfiltrés à la préfecture de Paris. C'est aussi en Algérie, pour réprimer la résistance de la population, que s'est constitué le savoir-faire français en matière de maintien de l'ordre. L'expression vient de Michel Alliot-Marie, qui proposait son aide au dictateur Ben Ali quelques jours avant sa chute. La guerre d'Algérie se couple en outre avec la répression en métropole des ennemis de l'intérieur, ceux qui contestent la guerre et se prononcent pour l'indépendance. Les brigades de police sont ainsi dévouées aux colonisés de la métropole, prenant la suite de la brigade nord-africaine créée en 1925 qui avait pour unique mission de surveiller et réprimer les activités politiques des Algériens de Paris. Cette guerre intérieure, c'est notamment celle du massacre du 17 octobre 1961. Le FLN organise ce jour une manifestation pacifique pour protester contre le couvre-feu et la multiplication des entraves mises aux Algériens vivant en France. La police se livre à un déchaînement de violence, faisant des centaines de morts, dont beaucoup noyés dans la Seine. Le lendemain, le massacre est à peine traité par la presse. L'impunité est déjà la règle en matière de violence policière. Dès le début des années 1970 apparaissent les premières unités spéciales de la lutte contre la délinquance dans certains quartiers populaires. Les brigades anticriminalité, ou BAC, sont alors mises en place à Paris et en Seine-Saint-Denis. Souvent en civil et dans des voitures banalisées, ces policiers sont spécialisés dans les interventions commando de nuit. Leur responsable, Pierre Bolotte, haut fonctionnaire qui a fait toute sa carrière dans l'administration coloniale, avant de s'illustrer notamment par la répression des émeutes de mai 1967 en Guadeloupe, qui a fait plusieurs dizaines de morts. Ces bacs sont généralisés au début des années 90 dans un contexte où les émeutes urbaines sont de plus en plus régulières, à l'image de celle de Vaux-en-Velin. L'État met alors en place une stratégie répressive contre les jeunes des quartiers populaires afin de gérer les conséquences du chômage de masse. En même temps qu'on licencie les parents, on terrorise et on frappe les enfants au quotidien pour qu'ils restent à leur place. Dès 1993, les contrôles d'identité sont ainsi autorisés en l'absence de tout délit, ce qui permet à la police de contrôler à tout va. Suivent 30 ans de mesures toujours plus répressives, permettant de couvrir, sur un plan légal, l'arbitraire policier et renforçant l'armement de la police sur le terrain. Gaz lacrymogène, gilets pare-balles, taser ou flashball, le passage dans la loi des dispositions liées à l'état d'urgence mis en place suite aux attentats de novembre 2015 a également renforcé l'arbitraire policier en ce qui concerne les contrôles d'identité, les perquisitions et les assignations à résidence. Toute intervention de la BAC est le prétexte pour opérer une démonstration de force. Son but est d'occuper le terrain, même quand il ne se passe rien, à travers des contrôles d'identité systématiques accompagnés de vexations, d'insultes racistes et sexistes. Tout est fait pour énerver et entraîner une réaction qui sera aussitôt traitée comme un acte de rébellion. À la clé, une interpellation violente, à l'aide de techniques comme le plaquage ventral ou l'étranglement, puis une garde à vue. Ainsi, selon l'enquête du sociologue Didier Fassin, dont ces lignes sont très inspirées, ces agents de la BAC se vivent comme appartenant à une forteresse assiégée. Ils seraient, selon eux, le dernier rempart protégeant la société, comme des shérifs dans un western. Aux jeunes de banlieue, le rôle des Indiens. Le racisme structure leur conception du monde et leur métier. Dans le commissariat où Didier Fassin enquête à la fin des années 2000, on retrouve ainsi pêle-mêle un grand poster de Jean-Marie Le Pen affiché sur les murs, la devise 732 en référence à Charles Martel, l'inscription contre le racisme, halte à l'immigration, écrit sur un drapeau français. La phrase d'un commandant de la BAC lors d'une opération montre tout à la fois les racines coloniales de son discours, les pratiques racistes et la glorification de la violence qui y est associée. Je cite: On a perdu la guerre d'Algérie, il y a 40 ans on a baissé notre froc, c'est pas aujourd'hui qu'on va le baisser à nouveau, pas de prisonniers, on trique. Dans les faits, le racisme de la police va notamment se traduire par une politique systématique de contrôle aux faciès. Une étude réalisée pour le défenseur des droits Jacques Toubon, qui est un homme de droite, en 2017, montre ainsi qu'un jeune homme noir ou arabe a 10 à 20 fois plus de chances d'être contrôlé que le reste de la population. Une enquête à la sortie des stations du métro parisien Gare du Nord et Châtelet-Léal affine le même constat. Les contrôles concernent essentiellement des jeunes hommes noirs et arabes portant des habits de type jeune. Bon, casquette ou suite à capuche. Cet harcèlement policier continuel, empreint de racisme, crée une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête des jeunes des quartiers populaires, a fortiori lorsqu'ils ne sont pas blancs. À Beaumont-sur-Oise, en juillet 2016, Adama, qui n'était pas visé par le contrôle de police, prend spontanément la fuite. À Clichy, en 2005, Ziyad et Bouna, deux adolescents qui rentraient d'un match de foot,
fuit devant une voiture de police qui arrive. Ils courent jusqu'à se réfugier dans un transformateur électrique où ils trouveront la mort. La police, il s'agit de l'éviter même quand on n'a rien à se reprocher. Les cas les plus tragiques ne sont ainsi que le prolongement de l'activité de maintien de l'ordre dans les quartiers populaires, de cette politique d'intimidation et de répression systématique à l'encontre de la population de ces quartiers où sévit chômage, pauvreté et discrimination sociale en tout genre, celle-ci souvent doublée de leur pendant, la discrimination raciale. Dans cette guerre aux pauvres, l'activité policière va intimement de pair avec l'activité judiciaire. La loi va ainsi permettre le contrôle et la criminalisation des pauvres. D'un côté, la tolérance est de mise pour les délits en col blanc, pour les élites, notamment pour les délits financiers. Il en va de même pour les policiers coupables de violences ou de crimes qui sont dans leur grande majorité acquittés, seules les mobilisations permettant de voir avancer les enquêtes. D'un autre côté, la justice se fait de plus en plus répressive à l'encontre des délits mineurs, pour lesquels on enferme de plus en plus de gens et de plus en plus longtemps. Comme ce jeune SDF condamné en 2016 à 2 mois de prison ferme pour vol de pâtes de riz et d'une boîte de sardines. Cette inflation carcérale, marquée par un doublement du nombre de prisonniers au cours des 3 dernières décennies, ne touche pas au hasard. La prison cible les plus précaires et notamment les populations issues de l'immigration de milieux populaires. Près d'un tiers de l'ensemble des prisonniers le sont dans le cadre d'une détention provisoire sans avoir eu de jugement, y compris pour des infractions minimes. La justice et la police marchent main dans la répression quotidienne des populations des quartiers populaires. Aux violences policières dans les quartiers s'ajoutent celles occasionnées au cours de l'encadrement et la répression des manifestations. Le maintien de l'ordre social passe en effet aussi par la répression de ceux qui le contestent. Les violences lors des opérations de maintien de l'ordre n'ont rien de nouveau. 1er mai 1891, la troupe met par exemple fin dans le sang à une manifestation pacifique d'ouvriers qui réclamaient les 8 heures. Le bilan est de 9 morts et de 35 blessés. La répression des manifestations pendant la guerre d'Algérie a été également sanglante. Au massacre du 17 octobre 1961 qu'on a déjà évoqué, s'ajoutent les événements dits de Charonne le 8 février 1962. Une manifestation contre la guerre d'Algérie est violemment réprimée par la police. Au niveau de la bouche du métro Charonne, la charge policière fait 8 morts et plusieurs centaines de blessés, dont beaucoup de militants communistes. La répression policière fait également plusieurs morts pendant le mouvement de mai 68, dont 2 ouvriers devant l'usine Peugeot à Sochaux et un jeune lycéen qui s'était rendu à Renault-Flin pour soutenir les grévistes face à la police. Néanmoins, depuis maintenant plusieurs années et la lutte contre la loi travail de 2016, on observe un durcissement des pratiques du maintien de l'ordre en manifestation. Durcissement qui a encore passé une étape lors du mouvement des Gilets jaunes. L'utilisation d'armes comme les LBD ou les grenades de désencerclement pouvant occasionner des mutilations est systématique. Selon le rapport d'une ONG datant de mars 2020, depuis l'an 2000, 8 personnes ont été éborgnées par des grenades de désencerclement, 8 personnes ont eu la main arrachée par une grenade GLI F4, 48 personnes ont été éborgnées ou ont perdu tout ou partie de l'usage de l'œil, et 2 personnes sont décédées après avoir été touchées par des balles de défense, flashball ou LBD 40. Rajoutons que la grande majorité de ces violences ont été commises ces 2 dernières années, pendant le mouvement des Gilets jaunes. Je ne vous détaille pas les techniques du dit maintien de l'ordre, policier, administratif ou judiciaire, puisque je me doute que vous fréquentez les manifs et que vous les connaissez bien par conséquent. On observe également une extension du domaine de la répression policière. Devant les lycées, la police est maintenant présente de manière systématique. Et à la moindre tentative de blocus, elle n'hésite pas à se servir de ses armes. Gaz lacrymogène, matraque, LBD. En décembre 2018, lors du mouvement des lycées pro, qui embrayait à la suite des Gilets jaunes, plusieurs cas de violence policière avaient été répertoriés, le plus emblématique étant à Mantes-la-Jolie, vous voyez la photo. Le facteur déterminant expliquant le niveau de répression est directement lié au niveau de conflictualité dans la lutte des classes. Plus celle-ci est forte, plus l'État a tendance à recourir à la violence pour défendre l'ordre établi. Depuis plusieurs années, l'État a ainsi recours à des méthodes de maintien de l'ordre de plus en plus autoritaires en matière de gestion des manifestations, avec son lot de victimes et de violences policières ainsi encouragées. La faiblesse, bien méritée entre nous, des appareils syndicaux explique aussi le faible degré d'encadrement et de canalisation des mouvements, qui de ce fait sont plus menaçants pour l'État, faute d'interlocuteurs. Alors, derrière l'image véhiculée à longueur de temps par les séries TV du policier détective qui résout les meurtres, l'essentiel du travail de la police consiste avant tout non pas à maintenir l'ordre public, mais bien plus à maintenir l'ordre social existant.
Devant les injustices de ce dernier, la pauvreté et la misère qu'il crée et qu'il entretient, c'est une nécessité pour la classe dominante d'avoir un tel corps de répression pour mener sa guerre de classe. La police, comme détachement spécifique d'hommes armés sur lequel la population n'a aucun contrôle, est un des principaux instruments du pouvoir d'État, c'est son bras armé sur le terrain. Le but de la police est de contenir la violence collective des exploités et des opprimés. Si la loi légalise l'exploitation capitaliste, la police et la justice s'échinent à la faire respecter et à la défendre. En ce sens, la police ne bafoue pas la République quand elle se livre à ses exactions. Elle est alors, et peut-être plus que jamais, la République, c'est-à-dire la République bourgeoise. Le reste des tâches de la police est quantité négligeable par rapport à cette tâche répressive fondamentale. L'aide dite ordinaire à la population est le plus souvent reléguée au second plan. La police ne se déplace quasiment plus lorsqu'il y a des cambriolages et les enquêtes pour les petits vols ne sont jamais menées ou presque. Quant à la lutte contre les violences faites aux femmes, la police fait souvent partie plus du problème que de la solution dans la mesure où elle est imbibée de sexisme jusqu'à la moelle. Porter plainte pour viol dans un commissariat relève du parcours de la combattante. Il est impossible d'arriver à une bonne police ou à une police utile à la population dans cette société telle qu'elle fonctionne actuellement, dans la mesure où la police est justement là pour défendre l'ordre établi. La police est une machine à fabriquer de la violence, du racisme et du sexisme, ces pratiques faisant partie inhérente de sa fonction de maintien de l'ordre social. Alors que faire? Tant qu'on vivra dans cette société d'exploitation, le besoin de coercition existera. Mais la question est de savoir qui exerce cette coercition et au bénéfice de qui. Aujourd'hui, un corps spécialisé et armé en a le monopole et défend les intérêts de la minorité la plus riche qui a le pouvoir. En échange de leurs bons et loyaux services, ces mercenaires y gagnent certainement le sentiment d'être un peu plus haut que le reste des travailleurs. Mais cette organisation n'est en rien gravée dans le marbre. Une période révolutionnaire est caractérisée par le fait que des millions de gens sont actifs politiquement et dans la lutte. Quand les travailleurs s'organisent, ils sont alors tout à fait capables de prendre eux-mêmes en main l'ensemble des tâches que l'on pense d'habitude dévolues à l'État, dont les tâches de police. Dans de telles situations, des milices ouvrières, désignées et contrôlées en permanence par les leurs, remplaceraient très avantageusement la police. Le prolétariat en armes, voilà qui tiendrait en respect les exploiteurs et permettrait de faire régner un ordre public véritablement public et pas un ordre social au service de la propriété privée. Aujourd'hui en France, nous ne sommes pas dans une situation politique qui permette de mettre en avant immédiatement ce mot d'ordre d'armement des travailleurs. Mais la situation ouverte par les manifestations de jeunes contre le racisme soulève en germe tous ces problèmes politiques. Pour en parler, je laisse la place à Loïse.